Monsieur le recteur de Paris et de la région académique Île-de-France, monsieur le directeur de la chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité, cher Christophe Guerrero, cher Grégoire Borst, madame, je pense qu'on peut ôter le masque lors de la conférence, ça sera quand même plus agréable, pour moi en tout cas. Madame la directrice générale, présidente directrice générale des éditions Nathan, chère Catherine Musset, notre partenaire historique, et on comprend qu'il y a beaucoup de sens à ce que le Lapsidé et l'éditeur scolaire Nathan se soient mariés en quelque sorte depuis maintenant quelques années, ainsi que Marianne Durand qui représente aussi la maison Nathan. Chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, et peut-être ici ou à distance, chers enfants. Et c'est à eux que je voudrais m'adresser en premier lieu, leur dire que tout ce dont on va parler, évidemment, les concerne, notamment en tant qu'élèves, et je me réjouis de vous présenter cet album, Mon cerveau, questions-réponses, qui est une réédition du précédent, mais avec cette fois un changement de la couverture, ce n'est plus un petit garçon, mais une petite fille très lumineuse. Et j'ouvre simplement une page qui n'est pas au hasard, si je la retrouve, où on pose la question tout à fait en accord avec les mots prononcés par monsieur le recteur de Paris. Mon cerveau est-il comme celui des autres? Et je vous lis la réponse. Oui, absolument oui. Tous les êtres humains, garçons et filles, quel que soit le pays où ils sont nés, quelle que soit la couleur de leur peau, ont le même cerveau, avec 2 hémisphères, 6 lobes, 86 à 100 milliards de neurones selon les estimations, et le cerveau est notre héritage commun. Alors on peut aussi se demander comment le cerveau change-t-il depuis la naissance, ce qui va couvrir ce qu'on appelle l'ontogenèse cognitive et la scolarité. En interaction avec l'environnement, dit-on aux enfants dans cet album, certaines connexions cérébrales se stabilisent, se renforcent. Il y a 3 vagues de maturation. Chez les bébés, les régions sensorielles et motrices se développent en premier. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, l'action. Ensuite, autre grand train de maturation, les lobes temporal et pariétal pour le langage, la mémoire, l'attention, l'espace, mais aussi les mathématiques. Et enfin, chez les adolescents, le lobe frontal, qui a déjà commencé sa maturation depuis un certain temps, mais qui va vers son achèvement pour le raisonnement, le contrôle de soi. Et la troisième question de cette double page, peut-on dire néanmoins que le cerveau est unique? Et vous y avez répondu, monsieur le recteur, et on n'entend pas souvent ces mots-là. Chaque sillon du cerveau est dessiné à l'origine un peu différemment d'une personne à l'autre. Et nous avons ici le professeur Arnaud Kakia, professeur de neurosciences au Lapsidé, grand spécialiste des motifs sulcogiraux, c'est-à-dire du dessin de chaque sillon dans le cerveau, qui est un objet tridimensionnel. Eh bien, chez chaque enfant, chez chacun d'entre nous ici même, nos cerveaux sont dessinés un peu différemment, de même que les connexions qui s'établissent dans le cerveau au cours de la vie sont différentes. C'est un peu comme les visages. Tous les visages sont globalement les mêmes, 2 yeux, un nez, une bouche, des oreilles, etc. Mais aucun visage n'est comparable à l'autre, et dès l'instant où c'est un peu connu, on se reconnaît en quelques dizaines de millisecondes. Il est très important de dire cela, donc, et on termine cette double page. C'est un livre coécrit avec Grégoire. Ainsi, notre cerveau est à la fois universel et individuel. C'est donc une chose importante à rappeler, de même que ce livre qui vient d'être réédité, qui a 40 auteurs, depuis les grands spécialistes des neurosciences comme Jean-Pierre Changeux, qui nous a fait une formidable introduction sur ce qu'on appelle l'épigenèse neuroculturelle, et quarantaine d'experts du monde des neurosciences, mais aussi du monde de l'éducation, dont un inspecteur général, Jean-Pierre Bélier, qui est devant moi, et bien d'autres, directeurs d'INSPE, professeurs des écoles, etc. J'en viens en quelques mots à ma présentation. Inégalité. Alors, je présente ces livres non pas parce que je suis commercial de chez Nathan, mais parce que j'y crois vraiment. Et dans ce laboratoire, on fait à la fois des recherches fondamentales qui sont publiées dans des revues
américaine en général, de très haut niveau, mais j'ai toujours tenu, en donnant l'exemple, je l'espère, à écrire des que sais-je, à écrire des albums, et aussi, depuis quelques années, des albums pour enfants, des coffrets pédagogiques pour enfants, pour la classe et pour la maison. C'est donc une politique que de faire cela. Inégalité et postulat d'éducabilité, bref historique de la Grèce antique aux sciences cognitives. Dans neuroéducation, on entend certes le mot neuro, mais aussi éducation. Le rôle de l'éducation dans son étymologie latine, ex ducere, est de guider, conduire hors. Conduire hors de la caverne pour découvrir le vrai, le beau, le bien, disait déjà Platon de façon métaphorique dans l'Antiquité grecque. Mais Platon soulignait aussi que sortir de l'obscurité et du monde des apparences dépendait fortement des différences aussi bien de nature que d'éducation entre les hommes. Il s'agissait avec clairvoyance chez le philosophe d'une psychologie différentielle déjà, c'est-à-dire d'aptitudes intellectuelles morales plus ou moins favorisées par l'environnement social. Et on peut voir dans cette métaphore des choses très actuelles. Les apparences, ce sont les infox, les fake news ou les illusions qu'on a en effet présentées aux jeunes il y a quelques semaines ici même, monsieur le recteur, aux collégiens et lycéens. D'abord les illusions visuelles auxquelles le cerveau par lesquelles il est piégé, mais aussi les illusions cognitives, les faux savoirs. Donc c'est cela les apparences. Et bien pour s'en dégager, cela dépend des différences individuelles, tant de nature que d'éducation. Et bien plus tard, en France, c'est au pédagogue Jean Itard, 1774-1838, et Édouard Seguin, 1812-1880, que l'on doit le concept d'éducation spécialisée. Itard, d'abord, qui entreprit d'éduquer malgré un diagnostic d'idiotisme incurable, Victor, cet enfant sauvage, abandonné nu dans une forêt, retrouvé après de multiples épisodes et réfugié dans un village de l'Aveyron. Pour cela, inspiré des écrits fondateurs des philosophes des Lumières, tels Rousseau, Locke, Condillac, Itard inventa avec une forte résolution pragmatique tout un matériel pédagogique, une panoplie, ancêtre des panoplies pédagogiques que l'on peut faire aujourd'hui, susceptible de corriger les inégalités de départ et de faire progresser Victor de l'Aveyron, sans toutefois réussir sur tous les points, parce qu'on sait que Victor n'acquit jamais le langage. Le postulat d'Itard était l'éducabilité. Ensuite, son émule, Séguin, fut à l'origine en France et aux États-Unis de l'éducation des personnes handicapées mentales, dites déficientes intellectuelles ou à troubles cognitifs. Séguin sera une source d'inspiration majeure quelques décennies plus tard pour la pédagogue et médecin italienne Maria Montessori, elle-même confrontée à des enfants en grande difficulté scolaire à Rome. Mais c'est du passage des cas pathologiques aux difficultés des enfants tout venant que l'œuvre de Montessori a pris son ampleur internationale et toute sa singularité par rapport à Itard et Séguin. De Victor de l'Aveyron, on est passé à tous les enfants du monde. Célestin Freinet en France incarnait à la même époque, le début du XXe siècle, cet élan dit de l'éducation nouvelle. D'autres psychologues de l'enfant, tels Alfred Binet, qui dirigeait le laboratoire qui est le nôtre aujourd'hui, le Lapsidé, ou Jean Piaget, essayaient en parallèle de mieux comprendre et mesurer l'intelligence en développement avec leurs échelles, leurs stades. Qu'en est-il de cet héritage un siècle plus tard, 2021 ? Aujourd'hui, renouant encore et toujours avec le constat différentiel de Platon, tant de nature que d'éducation, on déplore chez les enfants tout venant que les inégalités sociales et culturelles, ou d'ordre sociologique, eût dit Bourdieu dans son triste déterminisme, touchent potentiellement toutes les écoles de France et beaucoup trop d'enfants issus de milieux dits défavorisés. Les enquêtes internationales telles PISA pointent régulièrement du doigt la difficulté endémique de l'école française à corriger ces inégalités. Pire, il serait dit qu'elle les aggrave, mais le postulat d'Itard et Séguin doit encore et toujours, comme nous l'a rappelé monsieur le recteur de Paris, s'imposer à nous tel un défi majeur pour l'éducabilité de tous les élèves, de tous les cerveaux, peut-on dire aujourd'hui, au XXIe siècle.
Les réseaux du cerveau sont avant tout, il faut le savoir, des réseaux neuroculturels, comme le souligne très bien Jean-Pierre Changeux dans son livre « Du vrai, du beau, du bien, une approche neuronale ». C'est un clin d'œil à Platon. La question de cette journée de la chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité, dont l'acronyme, vous l'avez remarqué, est SNC, Système nerveux central, en partenariat avec l'éditeur scolaire Nathan, déjà cité, et accueilli en Sorbonne par Monsieur le recteur de Paris et de la région académique Île-de-France, la question de cette journée, après-midi cette année, est d'apprécier avec humilité, tant la question est grave et complexe, combien peuvent nous aider les progrès récents de l'étude expérimentale des comportements et de l'imagerie cérébrale, mettant en lumière les mécanismes du développement socio-cognitif de l'enfant et de l'apprentissage. Il n'est pas étonnant que cet événement soit organisé chaque année, depuis 3 ans maintenant, par le LAPSIDE, laboratoire CNRS de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, situé ici même en Sorbonne, au 46 rue Saint-Jacques, sur le site historique du laboratoire jadis dirigé par Alfred Binet, aujourd'hui par le professeur Grégoire Bors, au service, comme nous, du postulat d'éducabilité toujours renouvelé. Je vous remercie de votre attention.